Bienvenue, c'est Question Directe qui reçoit aujourd'hui Souleymane Jules Diop. Souleymane Jules Diop est ministre conseiller, chef du bureau économique du Sénégal en Belgique, ancien conseiller du Premier ministre du Sénégal, auteur de plusieurs ouvrages sur la politique, l'importance des NTIC sur le processus électoral en Afrique, l'exemple du Sénégal, Wade, l'avocat et le diable. En 2008, il a publié un livre aussi qui s'intitule Barack Obama, le conquérant africain. Merci Souleymane Jules Diop d'avoir accepté notre invitation. Le gouvernement de Macky Sall s'est mis en place il y a 7 mois. Quelle analyse faites-vous de la gestion de ce gouvernement? Merci Alassane. C'est une des rares fois que je m'exprime depuis l'avènement de ce qu'on appelle une deuxième alternance. Pour comprendre ce qu'on peut considérer comme un bilan à mi-parcours, un bilan d'étape, après quelques mois de gouvernance de Macky Sall, il faut avoir une bonne connaissance de l'état du pays au soir du 25 mars. C'est-à-dire quand les Sénégalais ont décidé de porter Macky Sall au pouvoir avec la coalition qui l'accompagnait. Je parle de la situation économique. La situation politique, on la connaît. La situation institutionnelle, on la connaît. Une longue crise qui nous a menés à la création du mouvement du M23 pour combattre ce qui était considéré comme une tentative de dévolution monarchique du pouvoir. Au plan social, il y avait une ébullition, des manifestations partout, dans les coins les plus reculés. Souvenez-vous de ce qui s'est passé à Fanaï et dans d'autres localités comme Sangalkam. Il y a eu en tout cas un défi à l'autorité. Et la situation économique du pays était telle que le prédécesseur du président Macky Sall a lui-même déclaré que celui qui viendrait, à part lui évidemment, ne pourrait même pas payer les salaires après 2 mois. Il était de bonne foi. Il était de bonne foi. Au bout de ce trimestre, du premier trimestre de l'année, le Sénégal a accusé une moins-value en termes de recettes de l'État de l'ordre de 53 milliards de francs CFA. Mais quand on exerce le pouvoir, ça on doit le savoir déjà. Avant de prendre le pouvoir, Macky Sall savait dans quel état devait se trouver le pays. C'est cela, Alassane, l'intérêt et la portée de ce que je vais dire par la suite. Les fonds politiques qui étaient de 7 milliards ont été totalement épuisés. Il y avait même un dépassement de 700 millions. Le fonds d'appui à l'énergie, qui était de 15 milliards, a été pris pour payer des arriérés du Festival mondial des arts nègres. Il y avait un fonds de réserve qui était de 50 milliards, qui était prévu pour toute l'année. Tout ce que je vous dis là était prévu pour toute l'année. Les fonds ont été épuisés les 3 premiers mois. C'était de 50 milliards de francs CFA. Ce fonds a été totalement utilisé, consommé. Voilà l'état du pays. Je ne vous dis pas les scandales financiers. Certains ont été portés à la connaissance du public à travers les médias. Il y a eu l'histoire des phosphatages, il y a eu l'histoire des produits phytosanitaires sur plusieurs milliards et beaucoup d'autres problèmes qui ont été trouvés. Mais ça, ce nouveau pouvoir le savait déjà. Le président Macky Sall arrive. Qu'est-ce qu'il fait? Tout de suite, il sait qu'il n'a pas assez de ressources pour faire face aux besoins. Alors qu'il s'était engagé auprès des populations à baisser les coûts des denrées. Il dit, je ne vais pas renoncer à ma parole, il prend 8 milliards déjà pour soutenir la baisse des coûts des denrées de première nécessité. Il s'attaque tout de suite à une loi rectificative. Et toutes les dépenses somptuaires qui étaient prévues dans d'autres secteurs qu'il avait jugées non prioritaires ont été réorientées. Et c'est ainsi que le président de la République a pu donner 30 milliards au monde rural pour faire face aux difficultés alimentaires de cette couche de la population qui est la couche majoritaire dans le pays. Plus de 30 milliards. Il a
vous savez, fait face aux inondations. Et il a fallu tout de suite venir au secours des populations. Tout ceci s'est fait dans un contexte de raréfaction des ressources. Il y a de l'argent qui a été prévu pour réhabiliter le méridien président. Il y a de l'argent qui était prévu pour payer la Maison du Sénégal à New York, qui avait suscité beaucoup de polémiques, en tout cas quant aux conditions dans lesquelles ce terrain a été acquis aux États-Unis. Tout cet argent, il y avait encore 3 milliards, 1,7 milliard qui était prévu pour payer les reliquats dus au MSC Moussika. Rappelez-vous, ce navire qui a été affrété, loué pendant 2 jours pour accueillir 2000 personnes et dans lequel il n'y a eu que 250 personnes qui ont passé la nuit. Tout ceci, le président de la République a dit, je ne peux pas laisser faire, je prends cet argent, je le donne aux populations nécessiteuses et c'est comme ça qu'il a fait face aux urgences liées aux baisses des coûts des denrées, liées aux préoccupations des populations qui étaient là et qui attendaient pour les inondations et dans le monde rural. Mais ça, Ces mesures sont des mesures urgentes. Le président de la République ne s'est pas arrêté là. Il a, dans le nouveau programme triennal d'investissement public 2012-2014, envisagé des équilibrages toujours en faveur du monde rural. Ce que je vous dis là, c'est des chiffres, c'est déjà fait et ça va être effectif à partir de 2013. Mais cette situation déjà, Souleymane Jules Diop, je répète encore ma question, était prévisible. Quand on appelle à exercer le pouvoir, on doit s'informer avant de venir exercer le pouvoir pour savoir la situation du pays. Il le savait déjà. C'est parce que Macky Sall a été à différentes positions dans le pouvoir que nous sommes allés aussi vite dans l'exécution. Et je vous dis, il a dit qu'il faut accorder la priorité au monde rural. Et dans le programme, il y a un rééquilibrage qui se fait en faveur du secteur primaire, l'agriculture, et aussi du secteur secondaire qui est le secteur de l'énergie. Dans le domaine de l'agriculture, dès l'année prochaine, on fait passer dans le cadre du renouvellement du capital semencier du Sénégal. On va passer d'un fonds de 350 millions de francs à un fonds de 5 milliards de francs CFA dès l'année prochaine. On va passer pour l'équipement du monde agricole de 500 millions à 5 milliards de francs sur les 3 années à venir. C'est-à-dire qu'il ne va pas le faire une année, mais il va le faire pendant 3 ans. Ça, c'est des acquis déjà matérialisés à partir de l'année prochaine. Mais pourtant, les échos qu'on entend un peu partout dans le pays, ce sont des récriminations, de l'impatience. Les gens attendent des résultats là et maintenant. Mais je vous ai dit que nous avons enregistré une moins-value au premier trimestre de l'ordre de 53 milliards. Je n'ai pas fini. Le président de la République, on avait mis en place un fonds pour supporter le coût de l'électricité par l'État, pour amoindrir les charges que supportent les populations. Le président savait que cela nécessitait, le régime passé, je dis bien, que cela nécessitait 105 milliards. Ils n'ont mis que 47 milliards parce que ce qu'ils envisageaient, c'était une augmentation du prix de l'électricité dès après l'élection présidentielle. Le président Macky Sall est venu, il dit « Je ne peux pas faire supporter aux populations ce coût, il nous faut trouver des ressources additionnelles de l'ordre de 60 milliards. » C'est ce qu'il a fait et c'est ce qui fait que jusqu'ici, il n'y a pas eu une augmentation de l'électricité, en tout cas supportée par les populations. Il y a des délestages aussi qui continuent. Il y a des délestages, ce sera bientôt un mauvais souvenir. Parce qu'en plus de ça, nous sommes obligés de supporter le traitement de la dette qui fait que l'État fait face à des paiements de l'ordre de 50 à 55 milliards par mois. C'est très lourd alors que les recettes, je vous ai dit, au premier trimestre, ont baissé de l'ordre de 53 milliards. Mais le problème, c'est que vous avez été élu pour justement résoudre les problèmes. C'est pas de répondre, voilà. Mais quelles sont les solutions par rapport à tout cela? Les solutions, c'est que l'année dernière, par exemple, nous avons commercialisé 35 000 tonnes d'arachide dans le monde rural. Je vous donne un exemple. Et le président de la République est venu, il a dit l'impact des semences sur la production agricole, les semences comptent pour 60%. Si on n'a pas des semences de qualité, on ne peut pas faire de bonnes récoltes.
il soutient la politique de distribution des semences cette année. C'est ce qui fait que d'une commercialisation de 35 000 tonnes d'arachide, nous allons passer à environ 300 000 à 400 000 tonnes d'arachide commercialisées cette année. Nous avons de bonnes récoltes parce que nous avons bien accompagné le monde rural et réduit le poids que cela faisait dans l'acquisition des semences. Cela n'empêche pas que... L'impact sur l'économie, c'est que l'année dernière, le monde rural, qui est près de 60% de la population sénégalaise et qui ne contribue que pour 10% dans le PIB, dans la production des richesses, ce monde rural s'était partagé seulement 6 milliards dans la poche. Cette année, grâce à une bonne production et à une bonne commercialisation, ce sera de l'ordre de 100 milliards. Ce que je vous dis là, vous savez, moi je ne fais pas de la politique politicienne. Je vous donne des chiffres et des résultats concrets sur ce que le régime en place a entrepris au bout de seulement 6 à 7 mois. Mais la réalité, on avait laissé l'ancien régime venir, parce que c'est déjà fait, ils allaient prendre de l'argent qui devait être destiné aux populations pour passer des marchés fictifs, comme on en a connu, de plusieurs dizaines de milliards qui vont échapper aux populations et qui ne sont pas des services rendus et exécutés au bénéfice des populations. Mais aujourd'hui, la réalité des faits, la réalité des faits aujourd'hui au Sénégal, c'est que partout les gens se plaignent de la cherté de la vie. Le riz qui coûte cher, l'huile qui coûte cher. Le président lui-même a reconnu en Conseil des ministres que les prix ont flambé. Non, il a reconnu que les prix ont connu une évolution une évolution par rapport à ce qu'elles étaient quand il arrivait. Une hausse, c'est tout. Ça s'appelle une hausse. Mais grâce aux 8 milliards qui ont été investis pour supporter les coûts, les hausses ne sont pas ce qu'elles auraient dû être si elles étaient répercutées directement dans les ménages. Mais le communiqué de Conseil des ministres parle de hausse. Le président a constaté que le marché, que les prix ont connu une hausse. Il a interpellé le gouvernement par rapport à cela. C'est tout à son honneur, Alassane, s'il est aussi honnête. Une mesure concrète que le président de la République a prise dès l'année prochaine, c'est un effort fiscal dans les impôts payés par les populations, par les travailleurs, qui va se réduire par une moyenne dans le salaire net, qui va avoir comme conséquence une augmentation dans le salaire net des Sénégalais de l'ordre de 15 000 francs CFA. C'est un effort qui est fait. Ça, c'est pour l'année prochaine. C'est pour l'année prochaine. C'est une promesse. C'est déjà fait. On attend de voir. Ça va être applicable dès l'année prochaine. On attend de voir. Et il y a d'autres mesures qui sont là. Ce qu'il faut dire, et c'est cela la vérité, c'est que Macky Sall est arrivé et a trouvé un budget déjà voté avec une raréfaction de ressources sans précédent. Et je vous ai dit que son prédécesseur lui-même a dit publiquement qu'on ne paierait pas les salaires. Mais grâce à Dieu, parce que quand Macky Sall est venu, le premier acte officiel qu'il a posé, ça a été d'aller tout de suite chercher un appui budgétaire pour pouvoir faire face aux besoins urgents. Le fonds de 50 milliards qui était prévu, s'il était là, parce que dans l'électricité, ils ont pris l'argent, Abdoulaye Wade a pris les 15 milliards pour les donner à sa fille pour son FESMAN. Macky Sall a été obligé non seulement de remettre cet argent, mais plus 23 milliards pour supporter le coût de l'électricité. Alassane, on peut crier, on peut critiquer, c'est normal, c'est de bonne guerre. Mais au bout de 9 mois, pour quelqu'un qui a trouvé une situation aussi catastrophique, quand même, c'est un peu injuste de trop exiger de lui, alors que quand il est venu, l'essentiel des engagements qu'il a pris, je peux dire au plan institutionnel, il est venu, il a dit, les Sénégalais, 65% m'ont élu pour 7 ans, je remets mon mandat en cause au bout de 5 ans. Mais ça, c'est une promesse qu'il avait faite d'abord. Ça fait respecté. partie des causes de son élection. Il l'a respecté. Pas encore. Le circuit, le dossier dans le circuit. On attend encore de voir. Souvenez-vous, Abdoulaye Wade, à Moustapha Niasse, dans son bureau, ça fait partie des promesses que j'ai décidé de ne pas respecter. Souvenez-vous, j'ai l'impression que les Sénégalais oublient ce que nous avions avant le 25 mars. Moi, je ne suis pas oublieux parce que je connais assez bien, en tout cas relativement bien, l'état du pays et la situation du pays avant.
Ce qu'il faut dire, ceux qui disent que l'argent ne circule pas, c'est l'argent volé qui ne circule pas. Et cet argent volé, il ne sera plus volé. Et ceux qui ont volé l'argent du pays, ils vont le rendre. L'argent volé ne circule plus, oui, mais les salaires sont payés, l'État fait face à ses engagements auprès de ses créanciers, les dettes de l'État sont en train d'être épongées, en tout cas pour ce qui a été exécuté. Maintenant, les gens qui ont dit 4 milliards de produits phytosanitaires, et quand on fait l'inventaire, on ne peut même pas arriver à 800 millions de francs, des gens qui ont dit phosphatage pour 7 milliards et qui, dans l'exécution, ne font même pas 2 milliards, ils vont devoir nécessairement et obligatoirement s'expliquer devant les Sénégalais. Macky Sall n'est pas parfait. Le régime connaît des errements comme on en connaît pour la plupart des régimes quand on arrive. Mais parmi ces errements, de nombreuses nominations décriées par des Sénégalais qui ne comprennent pas que des ministres soient démis jeudi et renommés ailleurs vendredi. Mais les Sénégalais oublient que nous avons vécu ici des ministres enlevés 48 heures, remis à la même place. Mais justement, il ne veut plus vivre ce traumatisme. Justement. Alors. C'est pas pour ça que Macky Sall a été élu. Alors, il faut tendre vers ce qui est le meilleur pour le pays. Il est nécessaire, quand on met en place une équipe, on fonde de l'espoir pour l'équipe, il est nécessaire, au bout d'une certaine période, de procéder à des ajustements. Il y a une phase de forming, une phase de storming, de réglage de disputes, de conflits de personnalité et une phase de norming pour aller vers le performing. Mais justement, les Sénégalais se demandent est-ce que, pourquoi il n'y a pas eu des critères qui ont été mis en place avant le choix des personnes? Il ne faudrait pas prendre les personnes, de les mettre d'abord dans la machine et se rendre compte qu'elles ne sont pas bonnes pour les changer. Alassane, tous les régimes du monde, je dis bien, surtout les régimes démocratiques, font face à cette difficulté qu'il y a à concilier la légitimité politique et la légitimité technique. Rarement les deux vont ensemble. Il y a des crises de compétences. Même en France, nous avons vu nommer une personne qui a eu un certificat de dactylographie au poste de ministre. Aux États-Unis même, on trouve des solutions à ce genre de problème. Il y a ce qu'on appelle the political appointee. Quand le président arrive avec son équipe de campagne, qui est une équipe méritante, qui va retourner sur le terrain pour l'élire, nécessairement, il est obligé de chercher à les caser. Ceux qui sont venus à la Maison-Blanche, il y en a qui sont partis au bout de 6 mois, il y en a qui sont partis au bout d'1 an. Nécessairement, il faut des réglages et des ajustements. Pourquoi on ne met pas en place une politique de critères, une politique de compétences, appel à candidature pour certains postes de responsabilité? Alassane, vous savez la difficulté c'est quoi? C'est que les qualités en matière technique et même les compétences soupçonnées, supposées, du fait de la formation, du parcours et des diplômes, n'assurent pas, ne font pas un bon ministre ou un bon président. Lula da Silva avait un certificat d'ouvrier. Il est un des meilleurs présidents de l'histoire. Ronald Reagan était un acteur de cinéma. Il est la référence dans le domaine du gouvernement économique aux États-Unis aujourd'hui encore. Parce qu'il vient du peuple, il vient de la respiration du peuple. Je trouve, Alassane, que c'est courageux de la part du président de la République, à un moment donné, de se dire il y a des gens sur qui je pensais compter pour rendre service aux populations. Manifestement, ils n'ont pas donné satisfaction. Et il dit, même s'ils sont de mon camp, je vais les enlever et les sanctionner. C'est un raisonnement courageux, parce qu'il y a un coût politique que le président de la République paye. Il sanctionne ses propres amis, il sanctionne ses propres partisans, ceux qui ont été avec lui dans le combat politique. La légitimité politique ne fait pas la légitimité technique. Mais pourtant d'autres voient à travers le limogeage de Mbaye Ndiaye et de Alioune Badara Cissé une stratégie politique. La patrie, avant le parti,
Demain, si le président veut se débarrasser de ses alliés, aucun argument ne sera avancé par ceci. Beaucoup pensent que c'est une stratégie qui est là, mise en place. Vous savez ce que je pense, moi? Oui. Je vais vous le dire. Je vous écoute. Je pense que désormais, plus personne, ni dans l'APR, ni parmi ses alliés, ne pourra se prévaloir de sa position politique, de sa position dans son parti, pour faire légitimer sa présence dans un gouvernement. Ceux qui ne rendent pas service aux populations, ceux qui ne sont pas à l'écoute des populations vont partir. Ils vont partir. Et c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Ce n'est pas autrement. Maintenant, ce que je voudrais ajouter à cela, c'est que même du point de vue du profilage technique, on peut se tromper. L'essentiel est de se dire, on ne va pas s'entêter à garder une équipe qui ne fonctionne pas très bien. Il faut modifier, il faut changer. Il y a eu un débat sur les Sénégalais de l'extérieur. Moi, je suis de ceux qui pensaient que les Sénégalais de l'extérieur, qui sont pour l'électorat, ils sont 210 000 électeurs. Ils ont une influence sur une population sociale 10 fois supérieure et qui ont un apport économique de l'ordre de 2 milliards de francs CFA par jour dans le pays. Je pense qu'ils méritent tout au moins un ministère délégué chargé de s'occuper de leurs préoccupations. Donc, au final, il était nécessaire qu'on procédât à des ajustements internes, ce que le président de la République a bien voulu faire. Mais cet effort doit se poursuivre parce qu'il faut tendre vers le mieux dans l'amélioration des préoccupations et des besoins des Sénégalais. Le président a parlé de réaménagement pour une plus grande efficacité, une efficience. Les Sénégalais attendent ce nouveau gouvernement sur des résultats, sur des actes, pas sur de la politique. Qu'est-ce que ce gouvernement va faire pour changer les choses? Encore une fois, je reviens à la question initiale. Le coût de la vie, c'est extrêmement important pour les Sénégalais. Beaucoup estiment aujourd'hui que le coût de loyer est énorme au Sénégal. Oui. Est-ce que le gouvernement a ses capacités, a les moyens de baisser le loyer pour que les Sénégalais puissent vivre décemment? Il y a plusieurs moyens d'aider les Sénégalais. Lesquels? Par la baisse des taxes, par la tentative de baisser les prix. On se rend compte que ce n'est pas efficace dans un système libéralisé. Ce qu'il peut faire, c'est mettre un peu plus d'argent dans la poche des Sénégalais. Comment? Le président de la République a décidé de mettre en place une allocation vieillesse. Il a décidé de mettre en place une assurance maladie universelle. Et il a décidé de mettre en place une bourse familiale. Et dès l'année prochaine, les travailleurs vont payer moins d'impôts et vont avoir en moyenne 15 000 francs de plus dans leur poche. Les populations du monde rural, qui sont à peu près 60% de la population, je vous ai dit, si on leur achète plus d'arachides, on leur avait acheté 35 000 tonnes, on leur achète cette année 200 000 à 300 000 tonnes, on met un peu plus d'argent dans leur poche. Ça va avoir un impact sur la consommation et sur les recettes qui vont être générées par la TVA. Parce que notre pays ne peut pas vivre de la douane et de ce qu'elle nous amène. C'est la consommation, les TVA que les gens payent qui font de l'argent pour l'État et qu'on réinvestit dans des programmes sociaux. Le président de la République a décidé de faire des efforts dans le secteur quaternaire, qui est le secteur de la santé, de l'éducation, en ciblant notamment les femmes et les jeunes, surtout dans la formation et dans ce qu'on appelle le on-the-job training. Et tout ça va avoir un impact significatif dans la vie des populations. Mais l'un des axes majeurs de la politique de Macky Sall, c'est l'agriculture. Oui. Le président estime que l'agriculture est fondamentale pour développer le pays. Oui. Comment il va la faire? Je vous ai Avec qui et comment développer cette agriculture? Je vous ai dit. Il n'y a pas que l'arachide. Le renouvellement du capital semencier, là, c'est passé de 350 millions à 5 milliards, Alassane. 5 milliards. Le matériel agricole, ça passe de 500 millions à 5 milliards sur 3 années. C'est pour améliorer la rentabilité. Et tous ces efforts sont faits à partir de l'année prochaine. Un des efforts
Parce que ce qui a été fait, c'est une augmentation dans le PTIP, le programme triennal d'investissement public. Le secteur primaire est passé de 20 à 23,5%. Le secteur, au même moment, on a baissé les investissements dans le secteur tertiaire de 32% à 26,1%. Vous savez que ce secteur, c'était Karim Wade avec son méga ministère. Et les dépenses qui étaient prévues pour être financées par les marchés ont été suspendues tout simplement. Parce que nous devons régler aussi le problème de la dette et la dette que nous laissons aux générations à venir. Il y a une autre dette qui est importante, c'est la dette intérieure. Les entreprises, les chefs d'entreprise se plaignent aujourd'hui de ne pas faire rouler leurs machines parce qu'ils ne sont pas été payés. Mais le responsable, ce n'est pas Macky Sall. C'est lui qui gère l'État. Vous savez que depuis 5 ans, nous avons décrié cette situation. Ce que le nouveau gouvernement a décidé de faire, c'est de retourner à des investissements traditionnels, concessionnels, sur 20-25 ans, avec des taux de 1-2% et des paiements différés sur 7, 8, 10 ans. Vous ne répondez pas à ma question. Alors qu'avant, les chefs d'entreprise qui sont là, qui attendent à ce qu'ils soient payés, qu'ils puissent faire rouler leurs machines, ils sont pratiquement à l'arrêt dans tous les secteurs. Vous savez, j'ai dit que nous allons payer moins de dettes, et si nous payons moins de dettes à venir, nous pourrons mieux faire face à la dette présente. Je réponds à votre question. C'est que l'assiette, elle est la même, les ressources, elles sont les mêmes. Nous allons prendre cet argent pour payer, éponger la dette intérieure et permettre à nos entreprises de souffler. Mais nous faisons mieux. Il y a une révision de l'environnement des affaires, du code des investissements pour mieux attirer les investisseurs, pour qu'ils viennent ici créer des emplois, permettre aux Sénégalais de consommer. Imaginez, il y a 1 100 000 ménages au Sénégal. Les 550 000 sont des ménages pauvres, à peu près, au moins la moitié. Si nous réussissons à donner une bourse familiale aux ménages, à assurer un minimum vieillesse aux populations, nous allons leur donner de l'argent et ces gens pourront consommer. Au-delà, évidemment, de l'aspect économique, il y a un aspect de dignité. C'est que si nous disons que nous sommes un pays musulman à 95%, nous partageons le même peuple, le même but et la même foi, nous devons être attentifs à ceux qui vivent avec nous. Nous devons partager et être solidaires de leur souffrance, de leur misère, de leur pauvreté. Peut-on parler de partage dans un pays où le PNUD a sorti des chiffres en disant que de 2000 à 2012, la pauvreté a augmenté au Sénégal de 11%. Aujourd'hui, qu'il y a 6 500 000 Sénégalais qui sont pauvres. Alassane, c'est une réponse à la politique menée par Abdoulaye Wade pendant 12 années. Cette année, Macky Sall a demandé la réduction du train de vie de l'État. Les dépenses de fonctionnement ont baissé de 14 milliards. Moi, ce que je vous dis là, c'est des chiffres vérifiables. Où va cet argent? Cette baisse-là va où? 14 milliards. Ces 14 milliards regardez, vont servir à quoi? Je vais vous dire où ça va aller. Je vous écoute. L'État a décidé de régler définitivement le problème des inondations. Souvenez-vous que ceux qui sont venus ici, ils ont laissé annoncer des dépenses exécutées de l'ordre de 4 milliards, alors qu'il n'y a eu même pas 1 milliard de services pour les populations. Par exemple, le nouveau gouvernement a décidé, dès l'année prochaine, de mettre en place un fonds d'urgence de 60 milliards pour régler définitivement le problème des inondations sur les 5 années à venir. Les 22 milliards sont déjà disponibles. L'État a fait des efforts et a pu épargner de l'argent en évitant certaines dépenses. Je vous donne un exemple. L'autoroute qui était prévue entre Thiès et Keur Massar, l'aéroport, qui devait être financée sur le marché avec des taux de 8-9%, a été suspendue. Parce que nous estimons que l'État ne peut pas, au moment où il y a des populations sénégalaises dans la banlieue qui souffrent, se permettre d'aller s'endetter à des taux aussi énormes, importants, presque usuraires, que les générations à venir vont devoir payer.
Parce que est-ce que ce gouvernement n'est pas dans une situation kafkaïenne, au moment où il est dans une situation où tout est prioritaire dans un pays, où il faut faire le choix aussi des priorités? Oui. Comment faire justement pour identifier les priorités des priorités? Vous savez le problème que nous avons, et la vérité, c'est que les populations rurales sont les plus pauvres, de loin les plus pauvres. Quand les gens veulent échapper à la pauvreté, ils vont dans les villes. La pauvreté touche surtout les femmes et les jeunes. Et le président de la République a dit, je vais mettre beaucoup d'argent en supportant la mécanisation de notre agriculture, sa motorisation, en donnant des semences de qualité, en supportant le renouvellement de notre capital semencier. Ce qui fait que les jeunes qui quittaient le monde rural pour venir dans les villes, ils vont avoir du travail, ils vont avoir de l'argent et ils vont rester dans le monde rural au lieu de venir investir les villes pour se transformer souvent, parfois en délinquants, ce n'est pas toujours le cas, parfois en mendiants ou alors pour se débrouiller. Mais tout ça sur les bancs du job, c'est des intentions. Ça se fera quand? C'est dans le programme triennal d'investissement 2012-2014, qui est de l'ordre de 3 000 milliards. 3 000 milliards. Avec 53% de cette partie... Où est-ce que le Sénégal va trouver cet argent? Il y a deux manières. Des ressources internes générées par l'État, c'est 53% de ce montant. C'est dans l'ordre de 1547 milliards. Et des ressources externes, nos relations avec les bailleurs, dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale. L'endettement encore, s'endetter? Non, mais s'endetter à des taux de l'ordre de 1%, 2% sur 25 ans, 30 ans, avec un paiement différé sur 8 ans, 10 ans. Vous m'avez trouvé en train de discuter avec un jeune Sénégalais qui n'a pas 30 ans, qui a déjà négocié l'électrification du monde rural à Fimela, qui a réussi à permettre à ces populations d'avoir des équipements. Et nous sommes en train de travailler aujourd'hui sur l'électrification de 26 villages, avec l'électrification solaire. Et c'est un endettement de 25 ans avec un taux de 1% payable à partir de la 8e année. Ce que les autres ont voulu faire ici, c'est suicidaire. Nous investissons dans des secteurs à faible rentabilité. Nous ne pouvons pas nous permettre de payer sur 5 ans, sur 10 ans seulement, à des taux de 8 à 10%. Ce n'est pas viable. Nous revenons à ce que nous avons connu jusqu'ici. Et pourtant, ça n'empêche pas le patronat. Grâce aux efforts de Macky Sall, les dépenses de fonctionnement ont baissé de 14 milliards à la salle. Mais ça n'empêche pas aujourd'hui que la situation des PME et des PMI est assez difficile. Ça n'empêche pas que les gagne-peu continuent à dire qu'ils n'arrivent pas à faire tourner nos entreprises. Dans ça, il faut distinguer. La mesure ne marche pas. Aujourd'hui, même les artisans dénoncent le fait que le gouvernement du Sénégal continue à importer du matériel, de meubles de la Chine. Alors qu'il y a des Sénégalais qui sont là, qui savent le faire. Parce qu'il y a des ministres, leurs femmes, qui en profitent. C'est pourquoi, Alassane, le président de la République, comprenant que nous vivons dans un monde ouvert et nous sommes dépendants des accords sous-régionaux au plan continental, mais aussi de nos engagements vis-à-vis de l'Organisation mondiale du commerce. Il y a des normes et des conventions que nous avons ratifiées. Tous les pays du monde protègent les PME et les PMI. Oui. Si l'Allemagne tient aujourd'hui, c'est parce que l'Allemagne a protégé ses PME et les PMI. Vous savez comment nous le faisons? Nous allons le faire en mettant en place des fonds pour soutenir notre artisanat, pour soutenir nos artisans, pour soutenir nos artistes, pour soutenir tous ceux qui sont dans ce secteur. Il faut maintenant des mesures dans la limite du possible, de ce qui est permis légalement, pour accompagner et protéger ce secteur, parce que nous sommes obligés de le faire. Mais vous avez raison, nous devons montrer le premier exemple. Et c'est pourquoi le président de la République, pour vous donner un exemple qui peut sembler banal, mais qui est réel, quand il donne des cadeaux aux étrangers, désormais, il prend des cadeaux fabriqués par les manufactures de Thiès, les tapisseries de Thiès. Nous avons été à Bruxelles récemment.
nous avons été à une rencontre avec les ACP, les ambassadeurs ACP, et nous avions la fierté, nous Sénégalais, de voir que le tapis immense exposé dans la salle, le tapis imposant, a été fabriqué des mains des artisans sénégalais qui sont à Thiès. Les efforts doivent continuer. Et cela n'empêche pas aujourd'hui que les bureaux sur lesquels travaillent nos ministres sont importés de Chine, de Shanghai. Il faudrait qu'il y ait un équilibre entre la rationalisation des ressources financières dans, évidemment, le comparatif sur les coûts, la réalité de notre économie qui est une économie ouverte, et aussi l'effort que nous devons faire pour que les coûts de production de nos artisans, les amoindrir pour qu'il y ait une marge acceptable qui leur permette de ne pas vendre trop cher par rapport à ces produits qui sont importés. Et aussi des mesures douanières incitatives à l'import comme à l'export. Parce que, Alassane, nous ne pouvons pas nous fermer. Ce n'est pas la solution. Nous sommes dans un monde de plus en plus ouvert. Nous sommes un espace économique ouest-africain intégré, qui fait que si nous refusons un produit ici, il passe par le Mali et il vient chez nous. Donc la mesure, elle peut être conçue autrement. C'est ce que j'avais pensé moi quand il y a eu ce débat sur les véhicules importés. Aujourd'hui, notre parc automobile, il est très vieux. Vous voyez un taxi, vous vous demandez, vous entrez dedans, vous vous demandez, mais est-ce qu'un touriste qui vient chez nous, quand il entre dans un taxi sénégalais, quand il repart, avant de revenir chez nous, il ne va pas réfléchir par deux fois. Il y a des mesures à prendre, il y a des choses à faire. Un gouvernement vient d'être en place, c'est cela l'important, Alassane. Un gouvernement vient d'être mis en place, il a fait 9 mois. Jugeons-le sur le résultat, mais donnons-lui le temps de prouver ce qu'il fait et ce qu'il sait faire. Sur 12 ans que les Sénégalais ont connu, que je vois... Pendant 12 ans, les Sénégalais ont élu Abdoulaye Wade. Il est parti et Macky Sall est venu. Et pourtant, pendant 12 ans, des mesures ont été annoncées. Il n'y a jamais eu d'action. Mais parce que l'argent qui était destiné aux populations, les services qui étaient destinés aux populations, ne parvenaient jamais aux populations. Vous imaginez qu'ici, nous avons dépensé 75 milliards à la salle pour fêter pendant 11 jours, faire venir des musiciens, leur donner des milliards pour qu'ils retournent. Pendant ce temps, les populations étaient dans la misère. L'homme qui était là s'est permis même... Quelle est l'assurance que les Sénégalais peuvent avoir pour que ce gouvernement-là ne fasse pas la même chose que l'autre qui était là? Parce que je parle pour le gouvernement auquel je ne suis pas membre du gouvernement. Je parle de ma position et ayant été un des acteurs de ce combat pour le départ d'Abdoulaye Wade. Il y a des situations que nous oublions. Des 85 ministres conseillers, 47 membres du gouvernement, des conseillers spéciaux, on n'en peut plus finir, de l'argent dépensé à tort et à travers. Sur 7 ans, un avion Falcon du fils du président de la République que nous avons supporté pour 7 milliards en l'espace de 5 ans, Alassane. Vous savez, quand Macky Sall est venu au pouvoir, la présidente de la République, avec ceux qui étaient là, lui a envoyé 4 berlines de luxe des Mercedes, en lui disant c'est pour les enfants, c'est pour madame, c'est pour un tel, c'est pour un tel. Il a laissé ses enfants, il les a observés pendant 15 jours et il a appelé le gouverneur du palais. Il lui a dit, venez prendre ces voitures. Il a dit à ses enfants, vous savez très bien que ça ne va pas continuer. Vous savez, moi, Macky Sall, en d'autres temps, en d'autres lieux, en d'autres moments, je l'ai combattu. Parce que je n'ai d'autres soucis que ma propre conviction et ma propre sincérité vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis des Sénégalais. Mais les Sénégalais disent qu'il y a une coalition. Ce que je demande aux Sénégalais, c'est de ne pas se laisser tromper par les gens qui étaient là, qui ont pillé ce pays, qui ont pillé les ressources de ce pays. Où sont les villas présidentielles et les 26 milliards qui ont été transférés dans des comptes?
Mais les Sénégalais vous ont élu Macky Sall justement sur cette base-là. C'est fini, ça n'arrivera plus. De faire les comptes de ce qui a été fait. Les comptes seront les gens faits attendent par rapport à ces audits et l'enrichissement illicite. Aujourd'hui, on a dit que certains ministres seront convoqués. Moi, je le dis Alassane, aux Sénégalais. Et c'est mon combat, ce sera mon combat. Au-delà des fonctions et des responsabilités que j'ai, parce que j'ai des responsabilités diplomatiques qui m'obligent et qui m'astreignent à une certaine réserve. Ceux qui ont volé l'argent des Sénégalais, ils vont payer au centime près. Ceux qui ont volé. Pourtant, le Premier ministre a dit lors de sa déclaration de politique générale que les biens mal acquis, ce sera très difficile de aller chercher l'argent, ça peut prendre du temps. On a vu ce qui s'est passé au Nigeria avec Abacha. Ça peut prendre 10 ans, 15 ans. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais, et c'est ça qui est extraordinaire cette fois-ci, dans l'histoire même des démocraties modernes, c'est que quand le nouveau régime est venu, l'Angleterre, la France et les États-Unis n'ont pas attendu d'être saisis par le Sénégal. Ils ont fait des déclarations pour dire qu'ils sont prêts à coopérer avec l'État du Sénégal pour le rapatriement de tous les biens qui ont été volés et cachés dans leur pays. C'est du jamais vu. Est-ce que les champs ne sont pas minimes pour récupérer l'argent qui aurait été volé? Ce qui a été dépensé a été dépensé. Ce qui a été gaspillé a été gaspillé. Des gens, des ministres se sont permis, même le 30 mars, c'est-à-dire 5 jours après la défaite d'Abdoulaye Wade, de signer des contrats et des engagements, le 30 mars, je dis bien, sur plusieurs milliards. Vous avez suivi l'immeuble de la RATP, de la RTP. Vous avez suivi. Ça n'arrivera plus. Et l'impunité n'existera plus. Le problème, c'est est-ce que les Sénégalais vont récupérer leurs biens qui ont été spoliés? Est-ce que le gouvernement a les moyens de le faire? Autant que faire se peut. L'État a les moyens. C'est un engagement fort de Macky Sall pendant la campagne électorale, en disant que je vais assainir les finances, que je vais récupérer l'argent qui a été volé, que je vais sanctionner ceux-là qui ont pris l'argent du pays. Les Sénégalais l'attendent sur ce point, c'est l'un des points précis. Ce n'est pas lui qui va sanctionner. C'est lui qui prend la décision en tant que chef de l'État. Il est le garant de la Constitution, il est garant de la bonne marche de la justice. Et sa fonction première, qui est la fonction première d'une république, c'est de veiller à la sécurité et au bien-être des populations. Mais comment comprenez-vous cela, il va s'en acquitter parce qu'il a pris un engagement auprès des Sénégalais et c'est aux Sénégalais qu'il va aller rendre compte. Oui, mais beaucoup de Sénégalais se posent des questions aujourd'hui sur Souleymane Jules Diop par rapport à la marche de la coalition Benno Bokk Yakaar. Sur beaucoup de points, c'est un silence total par rapport aux actions de Macky Sall et du gouvernement. Est-ce que cette coalition va tenir? On ne fait pas des paris. Ce n'est pas des paris, c'est la réalité politique. Sur le probable. Mais je le constate avec un peu d'étonnement. C'est que quand on partage l'exécutif, quand on partage à la fois la direction, dans l'orientation et dans l'exécution, le devoir de solidarité et le devoir premier, c'est qu'on partage aussi les responsabilités dans la défense des politiques et des programmes qui sont mis en œuvre. D'autant plus que Macky Sall a endossé le programme des assises et pour l'essentiel, la politique qui est appliquée est une synthèse du programme Yoonu Yokkute et du programme des assises nationales. N'oubliez pas qu'il n'était pas pour la suppression du Sénat, ce qui a été fait et qui va se traduire. Est-ce qu'au vu de tous ces faits aujourd'hui sur le terrain, est-ce que cette coalition va tenir? Je vais répondre à la question. Il y a un mois, le chroniqueur politique et l'analyste politique, je pense qu'il y aura à un moment donné nécessairement un recadrage qui va tenir compte de la réalité, doublement. Dans quel sens? Doublement. La réalité dans l'effectivité de l'unité de destin de cette coalition. La réalité. Mais l'autre réalité, c'est traduire de façon concrète la représentativité de chacun
par rapport aux instances représentatives. Je m'explique. C'est qu'on a vu des gens qui n'avaient pas un pourcentage considérable lors des élections, qui se sont retrouvés avec beaucoup plus de députés qu'ils n'auraient peut-être eu s'ils étaient partis seuls aux élections. J'ai vu qu'il y a eu dans ce sens un effort de Macky Sall d'essayer d'harmoniser et un peu de contenter tout le monde. Mais on ne peut pas contenter tout le monde. Et il faudrait que ceux qui se sont engagés avec lui prennent leurs responsabilités, qu'ils restent avec lui, soient solidaires de sa politique, défendent sa politique, sinon à un moment donné, ils vont être obligés de partir. Mais vous parlez tantôt. La Constitution du Sénégal, elle fait la part des choses clairement. L'article 42 dit que le président de la République détermine la politique de la nation. L'article 53 de la Constitution stipule que le Premier ministre coordonne et exécute la politique de la nation. De ce point de vue-là, encore une fois, celui qui reste l'élu au suffrage des Sénégalais et qui va devoir faire face aux Sénégalais dans 5 ans pour leur demander un nouveau mandat, c'est Macky Sall. Mais vous oubliez que Macky Sall n'est pas majoritaire à l'Assemblée nationale. Il est le seul. 65 députés qu'il a à l'Assemblée nationale. Il est le seul, Alassane. C'est un problème. Il est le seul à devoir, tenant compte de tous ces paramètres, devoir à un moment donné prendre ses responsabilités, assumer sa part dans ce qui est un compagnonnage. Mais il n'est pas majoritaire à l'Assemblée nationale. Il faut le dire. Écoutez, moi je considère, pour répondre à cette question, à cette préoccupation que vous manifestez, qu'à l'Assemblée nationale, il y a des députés du peuple. Il n'y a pas de députés de l'AFP, de députés du PS, de députés de Bandaroun ou de députés de Sibirota. Il y a des députés du Sénégal élus à l'Assemblée nationale du Sénégal. Je considère donc qu'ils ont un sens des responsabilités et que le moment venu, l'intérêt national va prévaloir dans les choix qui seront de toutes les façons des choix de responsabilité qu'ils vont devoir opérer pour savoir s'ils continuent le compagnonnage ou s'ils ne continuent pas. Mais de toutes les manières, il y aura à un moment donné des responsabilités à prendre du côté du président de la République comme aussi du côté de ses alliés. Je considère... L'autre point important à l'Assemblée nationale, c'est le mandat du président de l'Assemblée nationale qui est 2 ans, qui bientôt est en train de courir. Est-ce qu'on va vers la réforme de ce mandat pour qu'il revienne à 5 ans ou bien Macky Sall va laisser en l'état? Si le président de la République, écoutez mon avis est qu'il faut faire coïncider la législature, le mandat des députés avec celui du président de l'Assemblée nationale. Il ne faut pas oublier le contexte politique dans lequel ce mandat du président a été ramené à 1 an. C'était pour liquider Macky Sall. Et ne serait-ce que pour des questions de principe et pour être en cohérence avec lui-même, je pense qu'il devrait, c'est mon avis encore une fois, ce sera à lui d'apprécier, faire conformer les deux. Cela, nonobstant le fait que le président de la République, sa majorité, sa coalition, son parti, sont seuls, en tout cas responsables de leurs décisions quant à la personnalité qui devrait diriger l'Assemblée nationale. Parce que le président de l'Assemblée nationale, avec la nouvelle réforme institutionnelle, va encore prendre une nouvelle dimension, puisque avec la suppression de la vice-présidence et la suppression du Sénat, le président de l'Assemblée nationale va devenir de facto la 2e personnalité de l'État. Mais Alassane, au-delà des calculs politiques, au-delà de tout ce que nous disons, des joutes, il y a l'intérêt du Sénégal. Et il faudrait que chacun, au moment de réfléchir, au moment de décider et au moment d'agir, Alassane pense aux Sénégalais qui souffrent. Et ils souffrent. Et ils sont fatigués. Une question sur l'international. Barack Obama vient d'être réélu président des États-Unis. Vous avez écrit un livre sur Barack Obama en 2008. Est-ce que ce mandat de Barack Obama pourrait être quelque part un petit clin d'œil à l'Afrique? Je ne le pense pas seulement
parce qu'il est d'origine kenyane, parce qu'il a réservé une de ses premières visites au pays de Kwame Nkrumah. Je le dis parce que je pense que son premier mandat a été un mandat pour l'Amérique, pour la société américaine, pour l'économie américaine, parce qu'il faisait face à des urgences auxquelles il devait répondre. Jusqu'à présent, il en fait face. L'économie américaine est en train de se remettre, la croissance est revenue, l'emploi est revenu, le taux de chômage est en train de baisser de plus en plus, je pense qu'il est à 7,9%. Et je pense que son second mandat, puisqu'il sera libéré des contraintes de l'électorat, de son propre parti, je pense qu'il va jeter un regard sur l'Afrique et aider les Africains. Il avait dit, il l'a fait aussi, sur le plan des institutions, en disant qu'il nous fallait des institutions fortes. Il faudrait qu'il l'accompagne de peuples forts. Un peuple fort, c'est un peuple qui a atteint un haut niveau d'éducation, d'instruction, qui lui permettent d'avoir une claire conscience de sa destinée et de faire des choix opérants de ce point de vue-là et en conséquence. Et sur ces questions-là, autant au Kenya où il y a encore sa grand-mère Sarah, ses cousins et ses frères, autant un peu partout dans l'Afrique subsaharienne et partout d'ailleurs en Afrique, il y a des urgences en matière d'éducation, en matière d'emploi, mais en matière d'économie. Et il est curieux que celui qui a le plus fait jusqu'ici pour l'Afrique, c'est son prédécesseur qui l'a combattu, George Bush, qui a mis en place le Millennium Challenge Account, dont nous bénéficions aujourd'hui, puisque les travaux ont commencé en Casamance et ça va bien recommencer dans le Nord, essentiellement dans le domaine des infrastructures pour ouvrir les voies de nos productions agricoles, encore une fois, vers les grands axes commerciaux, les grands ports, les autoroutes et les aéroports. Et ça, c'est salutaire pour notre économie, Alassane. Souleymane Jules Diop, merci d'avoir accepté notre invitation à Question Directe. Merci à toute l'équipe technique de la TFM qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci aux autorités aussi, à Radisson, de nous avoir accueillis dans ces jardins. Merci, au revoir.